Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. En 2021, vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir des podcasts avec plus de régularité. Merci aux premiers et aux premières contributrices, Shoshana, Isabelle, Lina et Alexis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi j'ai choisi cette photo qui a été prise à New York, qui est donc une jeune demoiselle qui est en position de combat. C'est une photo que j'aime beaucoup. Je crois que ce que j'aime dans cette photo, c'est son pouvoir. Je trouve que la nana en fait, elle est vraiment puissante et elle est dans un contexte plutôt réaliste. Et en même temps, c'est un peu onirique parce que c'est complètement farfelu. Je me rappelle de cette photo, en fait, on était à New York et on cherchait des lieux comme ça. J'ai fait beaucoup de voyages entre les États-Unis et la France et genre il y avait beaucoup d'endroits, souvent qui me plaisaient, mais on passait en voiture, on s'arrêtait jamais vraiment. Et souvent, donc du coup, on était en impro sur les shootings, en mode, tiens, allons dans ce quartier, on verra ce qui se passe là-bas et ce qu'il y a, etc. Et j'ai toujours été attirée par, évidemment, la couleur, ça c'est une évidence, mais par les enseignes de resto, les épiceries. J'ai une passion vraiment, vraiment forte. Et on passe dans cette rue et il y a plein de restaurants très, très, très colorés. Le haut est jaune, le resto est bleu. Je vais lui faire un pause et je pense que les couleurs, rien que les couleurs vont bien se marier entre elles. Et ça va être une photo super cool. Et j'avais pas du tout à l'époque de moyens, donc on faisait tout à l'arrache et on a toujours tout fait à l'arrache. J'avais d'ailleurs pas d'assistant, je crois, sur ce shoot-là, et donc on avait un pauvre réflecteur argenté pour essayer de choper la lumière. Heureusement, il faisait super beau, et en fait, en un coup de réflecteur, elle était genre super illuminée, c'était assez divin. Et voilà, et j'ai fait une petite série de photos et j'ai choisi celle qui me paraissait être la plus forte, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire de cette photo. Et elle me fait marrer parce que elle peut être autant tirée d'un film de combat que d'un manga. Alors que, voilà, c'est à New York, ça n'a rien à voir, quoi. Donc je suis Lou Escobar, j'habite à Paris et à Barcelone. Mon parcours de vie, j'aime bien dire que je viens de nulle part en ce moment. Enfin, en ce moment, quand je réponds à des questions, parce que je trouve que c'est important de dire à quel point on peut être ce qu'on veut au moment où on veut. Donc moi, j'ai grandi en banlieue, dans des quartiers au départ un peu chauds. J'ai fait Grigny, j'ai fait Igly au tout début de ma vie, et puis après, j'ai aussi fait Ressorangis, pardon. Et puis après, on s'est surclassé avec la famille et on est parti un peu plus vers la campagne. Et donc j'ai eu une vie entre banlieue et semi-campagne, mais campagne de banlieue, tu vois, entourée de champs. Donc voilà, donc j'ai grandi dans un contexte plutôt très modeste, peu ou pas de rapport à l'art dans ma famille. Pour autant, ma mère avec beaucoup d'intérêt pour la musique, la peinture, etc., etc. Et je crois que moi, je grandis en me disant, tiens, je sais pas du tout ce que je fais dans ma vie, je sais pas du tout où j'ai envie d'aller, mais je sais que j'aime bien voyager, je vais voyager, quoi. Et donc j'ai fait évidemment ce qu'il fallait faire pour convenir au monde de la société, c'est-à-dire j'ai eu le bac, je suis partie en mode ok, bon, faut que je fasse des études, et évidemment complètement perdue, je me suis dit quelle est la matière qui m'a plus plu dans mes années de lycée, et j'étais là putain, la philo, parce qu'en fait c'est la matière qui m'a paru la plus sensée. Et je suis partie en fac de philo à la Sorbonne en me disant, je fais de la philo et on verra bien. Et j'ai évidemment pas tenu longtemps parce que la structure, le cadre fac était pas du tout adapté à ma personne. Beaucoup trop de liberté, beaucoup trop de travail personnel à fournir. Et surtout, j'ai pas l'impression de me sentir complètement impliquée dans ce que je faisais. Du coup, il s'est passé un milliard de trucs, évidemment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais je crois que j'ai eu un déclic de me dire, il faut que je parte de Paris. Il faut que je parte de Paris. J'ai eu ce même déclic quand je suis sortie de la banlieue, quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai commencé les études, où je sentais qu'il fallait que je sorte de la banlieue pour arriver à Paris. Et en fait, en arrivant à Paris, je me suis dit, il faut que je sorte de Paris, il faut que j'aille encore plus loin que Paris. Et c'est là où j'ai commencé à voyager, en fait. Donc, entre voyage, boulot, mais merdique, parce qu'il fallait bien payer ses voyages. Je vivais, entre guillemets, le moment présent, et puis je me disais, voilà, j'ai quand même un dilemme, c'est que la société telle qu'elle est aujourd'hui, je la comprends pas, je vois pas
Je vois pas comment, en fait, on peut se lever le matin à 9h et partir bosser dans un bureau. Je comprends pas le système hiérarchique. Je comprends pas... J'avais un problème avec l'autorité à l'époque. Aujourd'hui, j'ai fait mon travail perso et ça va mieux. Mais j'avais un problème avec le fait de dire « Ah bah tiens, tu vas suivre les ordres d'un tel, pour un tel, pour... » Bref. Et pour autant, je me disais « Putain, pour autant, il faut que je sache ce que j'ai envie de faire. » Parce que, en fait, c'est quand même beaucoup de temps. Le travail, ça paraît con, hein, mais tu travailles pendant tellement d'années. Enfin, j'avais vu ma mère travailler, se lever le matin à 6h du mat pour aller bosser et revenir tard le soir. Donc, j'avais cet exemple en tête de me dire, c'est un peu, ça m'effraie, quoi. Si je fais pas les bons choix, qu'est-ce que je fais ? Et donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ces gros moments de doute, ces grosses périodes de quasi-dépression, quoi, parce que t'es en quête de toi-même et tu sais pas par où commencer, tu sais pas vraiment quoi, tu sais pas pourquoi, comment, personne peut t'aider. Enfin, je veux dire, tes potes peuvent te dire, ah, t'es super génial, t'es super ordonné, tu devrais faire un truc, machin, etc. Et en fait, t'es complètement perdu. Et au cours d'un énième voyage aux États-Unis, où je suis partie sur un coup de tête total, j'arrive à Oakland, près de San Francisco, et là, putain, j'ai l'impression d'être dans un studio ciné. Et en fait, un truc qui est vrai, c'est que j'ai grandi avec le cinéma, avec la télévision. Je fais partie des années... je suis partie de ces gens qui font partie des années 90, qui ont grandi dans les années 90. Donc, la télé, c'était un meuble très important dans la maison. Et moi, je passais ma vie devant la télé, ma vie devant les séries, ma vie devant regarder des films, etc. Et en arrivant aux États-Unis, quoi, je me dis, mais attends, en fait... je suis dans un décor de ciné et j'ai envie de faire des photos ou même des vidéos pour le partager. Enfin, tu vois, c'était vraiment juste un truc hyper innocent de partage, de dire trop bien. Et j'avais un tout petit appareil photo à l'époque, qui était un Konica Pop, qui est genre un espèce de Kodak rigide, donc tu mets les pellicules dedans, et je prends des photos. Mais je me dis, putain, je photographie tout, et j'ai pas trop de but, quoi. Mais je partage sur Instagram. Et Instagram, à l'époque, c'est tout nouveau, quoi. C'est pas du tout comme c'est maintenant. Puis je vois mes potes, ma famille qui me disent c'est génial, c'est super. Des gens qui s'intéressent vachement à mon voyage, en fait. Pas nécessairement parce que j'ai du talent quand je fais les photos, mais juste parce que des gens sont là, putain, ça me fait voyager, c'est super sympa, merci, etc. Et au fur et à mesure, je rencontre un pote, il me dit, bah tiens, moi j'ai cet appareil-là. Et il me passe son appareil, qui est un appareil digital. Moi, je photographie à l'argentique. Et donc, c'est un Canon 5D basique Mark II. Je mets vachement de temps à comprendre le fonctionnement, parce qu'évidemment, je sors pas d'école et tout. Et j'avais pas étudié la photographie. Mais je prends le temps, parce que j'ai le temps de le faire. Je prends le temps de regarder cet appareil. Je prends le temps d'essayer de faire des taufs avec. Et à ce moment-là, donc, je suis... pour resituer, j'habite à San Francisco. J'arrive à Oakland, mais j'habite à San Francisco juste après. Et j'habite à côté du Civic Center, qui est l'endroit le plus craignos de San Francisco. Étrangement, c'est le centre-ville. Donc t'as tous les drogués, junkies, vraiment bad trip, quoi. C'est assez ghetto. Tu sors chez toi, t'as tes seringues par terre. Enfin, c'est très, très, très ghetto. Et là, je me dis, putain, en fait, j'ai envie de photographier des gens. C'est-à-dire, je commençais à m'emmerder, tu vois, à faire des photos de soleil couchant, de Californie, etc. J'étais un peu là, bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Et effectivement, en sortant, je commençais à me dire, ok, je vais aller... Même il y avait un truc un peu d'adrénaline, tu vois, d'aller photographier des gens qui avaient peut-être des choses à raconter, puis c'était un peu dangereux, etc. Je me disais, tiens... Et surtout, je me disais, putain, comment je vais pouvoir me faire accepter ? Enfin, je sais pas, bref, ça complétait un certain nombre de choses en moi, chez moi, qui me faisait kiffer. Et je partais, c'est marrant parce que je me faisais des missions, en fait. Je me structurais mes journées, je me partais le matin avec mon appareil, enfin, l'appareil de mon pote, en l'occurrence, que c'était du digital, et je faisais des taufs. Et puis, j'avais un retour sur image en direct, puisque je faisais plus trop d'argentique. Et voilà, et donc du coup, je faisais mes photos, et puis je rentrais, j'étais super contente. Puis je créais des histoires. Et souvent, c'est des histoires, en général, je prenais en photo des gens, donc je parlais avec eux, puis je leur disais, bah voilà, tu t'appelles comment, tu vis dans la rue, depuis combien de temps, etc., etc. Il y avait un petit côté social à la photo qui était un peu journalistique même, tu vois, je me racontais mes petits trucs, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment... à force de partager, je crois, un petit peu sur Instagram et tout, je pars en trip à Los Angeles, je pars en voiture, et là, je commence à faire des photos pareilles, en me disant, je reste dans ce mood de photographier des gens et de faire de la street photo, mais toujours avec des contacts. Et je fais ça à LA, pareil, à LA, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue, et il y a des photos incroyables à faire quand t'as envie, et
si t'as envie. Et du coup, je photographie des gens à LA. Et là, j'ai un pote à moi, à ce moment-là, qui est DA chez Citadium à Paris. Et qui me dit, mais Lou, en fait, cette année, on fait une campagne qui s'appelle Californie, mais pas que. Et je me dis, c'est quoi ça, Californie, mais pas que? Et il me dit, bah écoute, en fait, on cherche des photos qui représenteraient la Californie. Écoute, là, de tout ce que je vois de tes photos, de ce que tu partages sur Instagram, c'est vachement cool. Si tu peux nous les envoyer, parce que j'aimerais présenter ton travail aux clients. Et alors là, tu vois, genre, je suis ni photographe. Dans ma tête, je me dis, ça fait un tour. Je me dis, attends, tu dois te tromper de personne. Je veux dire, il y a 1000 personnes qui sont capables de faire ces photos. Moi, j'ai pas de statut. Je sais pas comment te donner ces photos, à part te les envoyer par mail, bien entendu. Mais je me disais, mais non, en fait, je suis pas photographe. Tu vois, il y avait ce truc de mental de dire, je fais ça comme ça. Ne me viens pas ça m'agresse, quoi, presque. Et finalement, il insiste, c'est un ami d'enfance, donc on est assez sincères l'un envers l'autre. Il me dit non, franchement, vas-y, fais-moi confiance. Puis je me dis, écoute, ouais, en fait, c'est vrai, j'ai rien à perdre là, les envoyer, on verra. Et là, je me fais payer, je monte un statut auto-entrepreneur en je sais pas, je sais plus, genre en une semaine, tu vois, je fais le truc, je le bâcle, et je me fais payer 1000 balles. C'est une blague, hein, parce que quand je réfléchis au truc avec du recul, je me dis vraiment, j'ai commencé vraiment comme ça. Je me fais payer 1000 balles, 1000 euros pour des vitrines de magasins, quoi, qui sont des magasins partout en France, etc. Et les mecs m'achètent des photos. Mais, en fait, ce côté, finalement, le step de je fais de la photo pour moi et le fait d'un coup d'intéresser, tu vois, une marque que je connais, etc. Et je me dis, bah tiens, ça vient toucher chez moi quelque chose, ça me donne un peu confiance, ça me fait un peu kiffer parce que je me dis, bah tiens, bah, ça peut être cool de continuer, d'essayer, de faire. Il y avait vraiment ce truc assez naïf, quoi, de me dire, putain, ça peut marcher, quoi, on peut y aller. Donc voilà. Mon premier souvenir en rapport à la photo, je crois que j'ai un déclic qui me vient en tête comme ça, c'est je suis à Londres et j'ai un pote à moi qui me dit bah viens, on va au Tate Museum, il y a une expo photo que j'aimerais bien faire, etc. Et là je me dis oh ok, je suis pas trop normalement expo, musée, tu vois, tous ces trucs là c'est étrange, hein, d'ailleurs, parce que à la fois je trouve ça cool et à la fois je sais pas, il y a un truc trop bizarre, je suis pas très fan. Et là, pour le coup, elle me dit non, ça va être trop cool, viens. Donc, on chauffe, on y va. Et on arrive au Tate et c'était une expo de Diane Arbus, évidemment que je connaissais pas en arrivant. Et effectivement, j'ai pas fait énormément de photos, d'expo photos jusque-là. Donc, quand j'arrive au Tate Museum et que je vois cette photographe, je me dis mais c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai ce truc de je suis touchée par les photos que je vois, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de connaître sa vie, j'ai envie de connaître chaque histoire derrière chaque photo, et j'ai vraiment ce déclic de je prends la claque visuelle, je prends la claque une passion née, quoi, mais une passion née pour Diane Arbus. Parce que je sais pas, parce qu'elle représente des personnes qui, moi, m'attirent, en tout cas qui me donnent envie d'en savoir plus, etc. C'est un peu chelou de dire que c'est des personnes qui m'attirent, mais non, mais j'ai été bouleversée par cette expo de Diane Arbus, vraiment. Et étrangement, jusqu'alors, je sais pas quel âge j'ai à ce moment-là, tu vois, mais jusqu'alors, j'avais pas été plus que ça marquée par la photographie, vraiment. Je crois que ce qui me fait le plus kiffer, c'est impacter les gens. J'ai pas de leçons à donner, tu vois. Je crois qu'aucun artiste d'ailleurs n'a de leçons à donner. Mais il y a ce truc de j'aimerais bien transmettre un truc. Il y a vraiment une transmission d'émotions. D'ailleurs, c'est un vrai truc. Moi que j'adore, c'est que les gens savent pas comment c'est produit, voient pas les behind the scenes et comment ça se fait. Et donc ils ont finalement l'image finale, retouchés ou pas, selon les photographes. Ils ont le visuel en face d'eux et ils se créent, s'imaginent eux-mêmes par leur vision, par leurs lunettes tu vois, subjectives. Et ça, c'est fantastique. Et en fait, ce qui, moi, je crois que me plaît le plus, c'est regarder les gens, écouter, entendre les gens, regarder les photos et me dire moi, là, ça me parle comme ça. Et moi, ça me dit ça. Et moi, ça me dit ça. Et voir à quel point, en fait, ça crée des émotions, ça crée des réactions, ça crée des choses chez les gens. Et peu m'importe de savoir si ça crée... peu importe ce que ça crée, en fait, mais ça crée des choses. Et ça me plaît. Les premières inspirations, c'est le ciné. Mais ça, je le dis à chaque fois,
j'ai grandi avec la télé, encore une fois, et les écrans, les écrans, hein, beaucoup moins que la génération de mon frère et ma nièce, mais aujourd'hui, non, j'ai grandi quand même avec le ciné, et c'est le cinéma qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à... Enfin, j'ai des scènes en tête, tu vois, c'est même pas des... Je construis les photos comme comme je pourrais construire un film, comme je pourrais construire une histoire. Je scénarise mes personnages, je leur donne des caractéristiques, je leur attribue un personnage, et après, il y a une espèce de... Les modèles que je photographie jouent ce rôle-là, par exemple, tu vois. Et donc, c'est hyper scénarisé. Et c'est d'ailleurs marrant parce que quand je fais de la photo, j'ai d'abord besoin de savoir quel est le lieu où je vais shooter pour m'imaginer mon histoire. Et c'est comme ça, enfin, mon process créatif, il vient de d'abord connaître le lieu, parce que mon lieu va me dire ce que mon personnage va faire, ce qu'il va me dire ce que mon personnage va être, comment il va se mouvoir, etc. Et c'est le lieu qui va vachement déterminer l'histoire, en fait, le personnage. Je suis la génération Quentin Tarantino. Désolée de la non-originalité de cette réponse, mais c'est vrai. Enfin, moi, Quentin Tarantino, aujourd'hui, je suis toujours aussi fan. Alors, certains de ses films moins, mais je crois que de manière générale, j'aime tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Évidemment, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein. Mais j'ai envie de le citer lui aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment ce truc de... J'aime bien que mes personnages soient forts, surtout les femmes, et il a ce truc, quoi, aussi dans son ciné à lui, où les personnages sont forts, les femmes sont à la fois sexy, fortes, belles, peu importe comme elles sont, etc. Donc il y a ce truc chez moi, tu vois, de reproduire cette puissance du personnage, et aussi les couleurs, c'est vrai. Je suis très liée aux couleurs, enfin j'adore les couleurs, et c'est hyper important pour moi. Je me prends beaucoup la tête avec les couleurs, aussi bien sur le set pour faire matcher le stylisme avec la location, mais aussi en post-prod avec les quelques réglages que je fais, et voilà. Donc j'ai envie de te dire juste Quentin Tarantino, parce que sinon évidemment il y aurait une liste très très longue de cinéastes. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Je suis sortie avec un mec quand j'avais 22 ans qui faisait des études de photo. À l'époque, moi, j'étais très très loin de m'intéresser à la photo et de faire de la photo. Et en fait, il est décédé, je crois, après 1 an, quand on s'était rencontrés. Et en fait, c'était très marquant pour moi parce que, donc à cette époque, comme je disais, j'étais pas du tout dans la photo, j'étais pas du tout sensible à la photo. Et des années plus tard, bien 9 ans après quasiment, je suis photographe. Et je crois beaucoup, c'est vrai, aux signes, à la vie, à la magie, à ces choses-là. Et je me suis dit, waouh, il y a une espèce de truc qui mune poussée à aller dans la photo, à faire de la photo. Alors que je ne suis pas du tout prédestinée. Et j'y vois des symboles, et j'y vois une espèce de magie, un truc un peu, une destinée, quoi. J'ai l'impression que une part de moi est toujours connectée à lui, et puis que voilà, c'est un peu mon truc. Je définis mon style comme étant évidemment coloré, mais ça c'est obvious quand on regarde mes photos. Alors c'est marrant parce que je me suis toujours dit le noir et blanc, pour autant je trouve ça fantastique et je trouve ça très beau, mais j'ai l'impression que le noir et blanc me transmet moins à moi d'émotions, alors que en vrai j'ai aimé le travail de certains photographes qui faisaient du noir et blanc, mais j'avais envie de travailler en couleur. J'ai toujours eu envie de travailler en couleur parce que, je sais pas, c'est un rapport aux choses, un rapport aux gens, un rapport aux lieux. J'ai l'impression que je crée une peinture beaucoup plus facilement avec de la couleur qu'avec du gris ou du noir et blanc. C'est fou, hein, parce que, en fait, quand on me pose la question de savoir quel est mon style, je trouve que j'en ai pas, en fait. C'est-à-dire que ma réponse, elle est hyper claire. C'est le style, c'est quelque chose que ton style, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est les autres qui le perçoivent. Et c'est exactement la même chose quand moi, quand je fais une photo, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais montrer une photo aux gens et je vais leur donner la possibilité
eux-mêmes s'inventer, interpréter la photo. Et ce qui est beau dans le style, justement, c'est que je crois que l'auteur en général n'est pas conscient de son style. Alors évidemment, ce que je peux te dire, c'est que si quelqu'un cherche son style, c'est utiliser les ingrédients qu'il aime. Utiliser les ingrédients qu'il aime à répétition, parce qu'il y a aussi un moment donné où il faut persévérer. Enfin, c'est pas, tu te lèves pas un matin, tu te dis pas, tiens, je vais essayer de faire ça comme ça, et puis est-ce que ça va être, je vais trouver mon style comme ça. Moi, j'ai persévéré dans le fait de... J'ai pris les ingrédients qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire l'être humain. Tiens, si je mets un humain face à un truc coloré parce que j'aime la couleur, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. J'aime la lumière, donc est-ce que si je travaillais en lumière, de telle lumière, comment ça se passerait, etc., etc. Et en fait, encore ce matin, j'en parlais à une amie, il y a ce côté... elle me disait, mais attends, c'est dingue, toi, t'as trouvé ton style, c'est cool, on arrive à dire... quand tu fais des photos, on arrive à te reconnaître. Et je lui disais, mais en fait... c'est marrant à quel point moi je le perçois. Enfin, je peux pas le percevoir, ça. C'est vraiment un truc de la perception des autres et moi qui vais toujours utiliser mes ingrédients, ma recette, en l'améliorant, j'espère, avec le temps et en la changeant et en la transformant un peu, bien entendu. Mais voilà, je crois que le style, c'est ces mêmes ingrédients qui nous plaisent et beaucoup, 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 beaucoup de travail parce que en vrai, après 1 an de photos, les gens sont venus à moi et ils m'ont dit « Ah putain, t'as un style, quoi. » Et il a fallu 1 an de persévérance avec certains ingrédients. Et c'est les gens qui sont venus me dire « Ah tiens, on trouve que t'as un style particulier, etc. » Alors moi, je sais pas si... je sais bien ou pas bien, je m'en fous d'ailleurs, hein, totalement, mais je suis pas du tout ordinateur. J'ai énormément de mal à rester assise pendant beaucoup d'heures. Une qualité ou un défaut, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à me mettre sur Photoshop. J'ai du mal à me mettre sur des ordis. Et la post-prod que je fais, c'est vraiment de la couleur, essentiellement. La texture, la couleur de la photo. Et en fait, du coup, c'est en amont plus réfléchir quand je fais la prod de mes shootings pour, entre guillemets, arriver à maîtriser certains éléments comme le stylisme, etc. Et même s'il y a plein de paramètres qui, à chaque fois, changent, bien entendu, parce que souvent, les locations, par exemple, les lieux dans lesquels je shoot sont parfois improvisés. Mais savoir à peu près le match des couleurs, etc. Il y a vraiment plus cette vision en couleur et en lumière. Et donc après, je travaille sur Lightroom. J'ai Photoshop sur mon ordi, mais qui est ouvert jamais, à part quand je dois trouver un appart et que je dois faire des fausses factures. Mais sinon, non, j'utilise pas Photoshop du tout. Je retouche pas la beauté, par exemple. Et ça tombe vachement bien parce qu'on est dans l'ère du temps où la retouche est devenue de plus en plus, à moins de s'appeler David Lachapelle ou d'autres, c'est devenu un peu de plus en plus compliqué de lisser des peaux et d'enlever les défauts des gens. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais c'est moins intéressant. Et donc voilà, moi, c'est plus vraiment de la retouche, c'est la couleur, la texture de la photo, essentiellement. Mon expérience avec GQ, elle est super intéressante. En fait, un matin, je me réveille, genre c'était en décembre, il y a, je sais pas, 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Et je reçois un message sur Instagram. Et je reçois un message d'une certaine Roxane qui me dit « Ouais, je travaille pour le magazine GQ, je voudrais te parler, c'est quoi ton email ?» Ouais, je me dis « Bon, il y a beaucoup de choses sur Instagram, donc j'envoie quand même mon email au cas où. » Et je reçois effectivement un mail de cette nana qui me dit « Bah, notre styliste Mobolaji Daoudou, qui est un styliste nigérien, adore ton travail et en fait, on voudrait te faire partir dans 1 semaine à Miami pour faire un éditorial pour le GQ magazine. » Et là, je me dis « Putain, c'est fantastique, enfin genre joyeux Noël. » Évidemment, donc bon, j'avais un agent à l'époque qui me gérait ça, qui a géré ça. Et en fait, cet éditorial, c'était assez dingue parce que donc tout l'éditorial était basé sur le fait de faire des photos de gens qui n'étaient pas modèles, de gens qu'on allait caster dans la rue, quasiment la veille du shooting, donc complètement dingue, qu'on allait habiller en marque complètement ouf, type Gucci, Louis Vuitton, etc. Toutes les marques les plus en vogue, etc. Et on allait les prendre en photo. C'était à moi d'inventer par contre l'histoire autour de ces photos. Et donc en espèce de partenaire avec Mobolaji, donc le styliste, c'était à nous de vraiment créer tout autour de ça. Et l'expérience était dingue. C'est-à-dire que c'était vraiment genre hyper réaliste pour moi et c'était hyper cool parce que c'était
partir à Miami. Miami, j'étais jamais partie. Rencontrer, aller dans la rue et me dire putain, lui il a du style, lui je pourrais le voir comme ça, lui elle je pourrais la voir comme ça, dialoguer avec le styliste et se dire ah ouais non mais lui mais carrément, mais lui je le vois en train de faire des haltères sur la plage en short rose, enfin tu vois, et c'était tellement fou, tu vois, comme comment construire cette histoire, comment construire cet éditorial, comment arriver à faire et ça m'est arrivé 2 fois, donc avec Mobology, on est aussi parti au Maroc, donc j'ai fait Miami et après le Maroc, c'était 2 salles, 2 ambiances, mais c'était dingue, c'était vraiment des expériences incroyables, et en fait je crois qu'à ce moment-là, je me dis ça a du sens. C'est-à-dire que jusqu'alors tu travailles pour des marques et tu dis ah ouais ok d'accord, je travaille pour des marques, je gagne de ma vie, je gagne de l'argent, mais quel est le sens quoi? Bon, évidemment, tu te remets un peu en question. Puis, dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu dur, tu vois, de dire, voilà, je mets ma pierre à l'édifice, mais je mets ma pierre à l'édifice d'une certaine manière et voilà, bref, tu t'es un peu culpabilisé. On sait de quoi on parle. Et en fait, là, ça prenait du sens. C'est-à-dire que je travaillais pour un magazine qui allait photographier des gens qui n'étaient pas modèles, donc on allait mettre en valeur des gens de la rue, de toutes sortes de gens, et en même temps, on allait leur donner l'occasion de se faire maquiller, coiffer, et habillée en marque incroyable le temps d'une journée, quoi. Et c'était mais genre une super expérience. Parce que je rencontrais les gens et c'était comme si je te voyais dans la rue, je te disais, bah attends, je vais te saper, je vais te maquiller, puis je vais te rendre mais super, super génial, et je vais te prendre en photo, je vais t'inventer un personnage. Et c'est à la fois hyper euphorisant pour le modèle, mais ça l'est aussi pour moi. Et c'était une super expérience. Ma relation avec les modèles... Alors c'est marrant parce que c'est beaucoup d'amour en fait, étrangement. J'ai ce truc vraiment de crusher sur les gens. C'est un peu comme beaucoup de photographes en vrai, parce que quand je pense au mot muse, je pense que je suis pas la seule à avoir dit j'ai telle muse ou j'ai telle muse, ou que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais oui, effectivement, je pense que je tombe amoureuse un peu de mes modèles. Je pense que je les idéalise vachement, et comment ça se passe après on set, c'est une espèce de relation je suis assez dure quand on shoot, c'est-à-dire que assez directive, mais ça se passe beaucoup par le regard. J'attends de mon modèle une espèce de lâcher prise et en même temps une confiance, et ça arrive très souvent, et c'est un super feeling. Mais c'est vrai que je peux être un tout petit peu directive au départ parce que par exigence, par perfectionnisme, et en fait il y a ce truc où on s'accompagne. Moi, je vais aider le modèle à peut-être juste sortir de ses habitudes de pose et de trucs, et inversement, moi, j'apprends tous les jours à chaque fois quand je rencontre des gens, des nouveaux modèles, quoi. Donc voilà. Mais ouais, j'ai un rapport assez fort, et c'est vrai que je regarde, c'est beaucoup d'observations, et c'est une danse, quoi. C'est une danse, c'est un peu mystique. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. J'ai commencé la vidéo il y a pas longtemps du tout, comme un espèce de prolongement de la photo, bien entendu. Parce que déjà je construis, comme je disais tout à l'heure, je construis la photo comme un film, et que c'est un peu évident quand même de sauter le pas et de faire de la vidéo et de mettre en mouvement mes personnages, et de savoir comment raconter une histoire, comment narrer l'histoire de mes personnages. J'ai eu donc des expériences en pub, en vidéo, en pub, et un clip que j'ai fait en Afrique, qui est mon premier clip et mon seul clip qui est sorti. Je me suis fait un peu piéger au départ parce que je suis très instinctive quand je fais de la photo, donc c'est beaucoup de oui, non, c'est un peu d'impro, c'est un peu de magie, c'est un peu de ci, un peu de ça, enfin c'est des ingrédients assez spontanés finalement. Et en fait en vidéo, tu travailles avec beaucoup plus de gens. Ça veut dire que tu as affaire à beaucoup plus de gens, que tu dois beaucoup plus briefer, donc avec lesquels tu dois beaucoup plus partager ce que tu as dans la tête. Ce qui est complètement l'inverse de la photo. En photo, finalement, tu es un peu dans ton petit monde. Tu as évidemment ton styliste, ton make-up que tu vas briefer, mais que tu connais peut-être certainement déjà, ou même si tu le connais pas, tu vas pouvoir facilement transmettre un mood et des idées. Ce qui est beaucoup moins le cas en vidéo, puisque la vidéo nécessite beaucoup plus de posts et beaucoup plus de choses. Donc ça m'a coûté un peu. Je suis encore en process, bien sûr, d'apprentissage, et ça m'a coûté un peu ma première expérience de pouvoir assumer une direction et dire ok,
c'est ce que je pense, c'est instinctif. Je vais vous expliquer pourquoi et comment et y arriver. Enfin, c'est comment transmettre mes idées, tu vois, et les verbaliser, quoi. Les verbaliser mon imaginaire, quoi. Ça a été un vrai... c'est quelque chose de... Voilà, faut sortir des choses de soi et il faut arriver à exprimer à l'autre comment, finalement, tu storyboardes comme tu storyboardes quelque chose. C'est hyper... storyboarder, tu vois, par exemple, ton imaginaire, quoi. Et c'est ça. C'est beaucoup moins facile qu'en photo. Par contre, c'est un tel kiff. C'est-à-dire que tous ces gens avec qui tu travailles, c'est genre... c'est une espèce de... Moi, je vois ça comme une chaîne avec des maillons et c'est fantastique. Le passage, pas évident, mais trop cool. Trop cool. Avec la meilleure photographie, je vais redire mon très cher Quentin Tarantino, mais il n'y a évidemment pas que lui. J'ai adoré le Florida Project, que j'ai regardé il y a d'ailleurs pas longtemps. Les images sont absolument dingues. Franchement, aujourd'hui, il y a énormément de films, Moonlight, que tu citais tout à l'heure, que j'ai vu, que j'ai adoré aussi. Queen, qui est j'ai l'impression que ce film, j'aurais pu le réaliser. Alors, c'est un peu prétentieux de parler comme ça, mais c'est-à-dire que quand je dis ça, je dis que, en fait, ça me parle tellement au niveau des images que je me dis, putain, en fait, ils sont rentrés dans mon cerveau pour l'image, quoi. C'est fou. Donc, je suis assez fan de Queen. Enfin, la liste est hyper longue. Aujourd'hui, je trouve qu'on a plein de très beaux films, quoi. Des Wes Anderson, enfin, tous, quoi. Mon rapport actuel à Instagram, il est un peu bizarre. J'essaye de pas trop partager ma vie personnelle, voire pas du tout. C'est-à-dire des moments de vie genre absolument basiques et inintéressants. J'essaie de pas partager non plus mon physique parce que je mets un point d'honneur à me dire que je veux pas rentrer dans le système de me faire flatter si je plais, ou de me faire de me montrer sous une forme ou sous une autre, ou de me mettre en scène physiquement. Donc mon rapport il est un peu bizarre, c'est-à-dire que je le vois vraiment comme un rapport professionnel, enfin mon rapport à Instagram comme quelque chose de très professionnel, et à la fois je sens que derrière tout ça il y a quand même beaucoup de gens qui m'intéressent, que j'ai envie de connaître, etc. Donc c'est assez bizarre. Beaucoup de gens me disent souvent mais pourquoi tu partages pas plus de toi, plus qui t'es, etc. Et chaque fois je me dis non, en fait parfois j'essaye, je me dis tiens, je vais poster une photo ou je vais faire ci, et en fait tout de suite je vais l'enlever parce que je vais pas me sentir à l'aise, et je vais me dire mais en fait j'ai envie que les gens soient intéressés par mon travail, et j'ai envie que les gens regardent attentivement mon travail. J'ai pas envie de personnifier, tu vois, de me personnifier derrière. Et je crois aussi qu'il y a un truc de laisser la liberté à l'autre de s'imaginer qui je suis, en fait, parce que bon, ça fait travailler l'imaginaire, mais surtout se dire, mais en fait, peu importe qui elle est, quoi. Ou même si c'est un mec, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un mec, enfin, qui s'imaginent que je suis un mec. Et ça me fait marrer, parce que je me dis, mais ouais, en fait, j'ai même pas besoin d'être une femme ou un homme, je peux être ce que je veux, en fait. Et voilà. Mon rapport, il est professionnel, je dois partager des choses, parce que c'est le jeu, et que ça me fait kiffer aussi de le faire. Parfois, c'est un peu déprimant parce que tu te dis, putain, il faut que je partage du contenu. Enfin, tu te mets un peu comme tu bosses à ton compte, t'as un peu ton propre community manager, quoi. Et donc, tu dois penser un peu à tout. Mais, et en même temps, tu te dis, voilà, en fait, j'ai rien à prouver. Enfin, tu vois, tout de suite, tu redescends. Enfin, tout de suite, quand je commence à me faire des petites angoisses, à me dire, putain, attends, faut que je partage ça et tout, je me dis, mais en fait, respire, en fait, tout va bien. Le monde ne va pas s'arrêter demain à cause du fait que tu ne partageras pas quelque chose. Et voilà. Le futur de la photo dans le monde dans lequel on vit, écoute, j'ai tendance à voir beaucoup plus de digital, de collab avec des artistes digitaux. Avec en temps de Covid en plus, je sais pas si quand l'interview sortira, le Covid sera encore présent. J'espère que non. Mais c'est vrai que le futur de la photo, je sais pas, j'ai l'impression que mon agent même me bassine avec ça depuis un moment. C'est des collabs avec le digital, beaucoup d'effets spéciaux, on va dire, ajoutés aux photos, des trucs beaucoup plus poussés dans ce délire, quoi. Le futur de ma photo, j'espère déjà que futur il y aura. Et si oui, en fait, j'espère que ma photo se terminera en un long métrage. Donc ça, c'est mon futur à moi, que rêver. C'est d'arriver là à faire en peu de temps
ou le temps qu'il faudra, parce qu'il faut pas se presser, mais d'arriver à faire un nombre de choses en vidéo, et puis me dire, voilà, ça y est, j'ai le bon scénario, il y a le bon projet, et en avant, on fait un film, quoi. Et ouais, j'ai très très envie de faire un film. Je crois que c'est vraiment genre le projet de ma vie. Réaliser un long métrage. Voilà. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.